Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Jamais trop pas assez, 38e numéro de notre émission Jamais trop pas assez avec Louis-Marie, le podcast de la France Potemkin. Cette semaine dans Jamais trop pas assez, bien évidemment, on va consacrer une large partie de l'émission au meurtre de Quentin Derenc à Lyon par un groupe d'Antifa. Alors qu'ils ont été filmés, identifiés, on se demandera pourquoi les individus de ce groupe ont bénéficié d'une telle complaisance médiatique et judiciaire pendant plusieurs jours. Là où un tweet sur les couilles de Brigitte vous envoie direct en garde à vue, peut-on tuer quelqu'un en toute impunité dans la rue si l'on est de gauche ? So what? Bien sûr, nous retrouverons notre revue de presse, le top des bonnes nouvelles. Mais avant cela, retrouvons ce moment de subtilité et d'éloquence au milieu de ce monde tragique au vocabulaire ubérisé. Cet instant fugace mais profond qui chaque semaine redessine vos perceptions et vos sens tel le reblochon dans la parfumerie. Je veux bien sûr parler de l'édito de Louis-Marie. De quoi va parler ton édito cette semaine, Louis-Marie ? Je vais parler d'un certain Léon. Parce que tu le sais, mon ami, c'est la turlute finale. Quand une bande de décérébrés, fils et filles de bourgeois aux esprits farcis de fadaises politico-psychosociologiques, rencontre une autre bande, mais du camp d'en face, et dont tout le monde sait que s'ils sont d'en face, alors ils ont tort. Et quand les deux groupes offrent aux psychosociopathes de l'Élysée une formidable occasion de changer de sujet sans changer de main, après 8 jours de révélations sur la corruption morale des élites et l'offrande d'un vieillard subclaquant à la colère résignée des peuples, le projet attentatoire à ce qu'il reste de nos libertés numériques, l'occasion est trop belle de s'offrir la tête de la bête et les filles. Qui pourrait bien ne pas s'en remettre et le PS deviendrait alors la gauche, pour ce qu'il en reste. Car ces jeunes militants antifascistes qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire et n'ont jamais lu Leur morale et la nôtre de Léon Trotsky ne savent rien, ne comprennent rien. Ce parti qui veut prendre la tête du pays pour tondre l'État, augmenter les dépenses et dégenrer les cours de récréation ne sait pas que si trop d'impôts tue l'impôt, alors Trotsky tue le ski. On serait mieux pour causer. Pour causer de quoi? De tout, de rien. On va bien sûr parler de la mort de Quentin Derenc à Lyon, qui a été agressé par plusieurs individus. Alors, on ne va pas passer les vidéos, parce que moi, je l'ai vu, honnêtement, j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça, c'est dur, c'est assez atroce. Mais la surtout, meute se précipite sur l'homme faible. Et le mec qui revient, il y a un mec qui revient pour lui donner un dernier coup de pied dans la tête. Ça m'a rappelé American History X presque. Tu vois, oui, le moment où il lui éclate les dents sur le trottoir. Alors, on va essayer de résumer cette semaine qui a été assez bizarre, à la fois alors, par rapport aux faits, au traitement médiatique et au traitement judiciaire et policier, qui a vraiment suscité beaucoup d'interrogations. Et ce que l'on peut lire comme dimension dans cet événement, parce qu'il y a l'affaire politique, l'affaire très immédiate, effectivement, ce que je disais, ça va permettre de flinguer les filles, en tous les cas, et c'est à mon avis ce qui est ce vers quoi le système judiciaire se dessine. On en parlera des chefs d'accusation choisis par le procureur, qui vont charger la mule. Donc, et on est à un mois des municipales. Oui. Donc, dans ce contexte-là, et LFI avait décidé de faire peu ou prou cavalier seul au municipal, histoire d'aller emmerder le PS. Là, le PS aura beau jeu de dire, vous voyez, on n'est pas pareil. Oui, donc, ils n'auront pas à purger leur liste des membres LFI. Et je crois qu'il y a une dimension, alors là, elle est très sous-jacente, il y a une dimension sexuelle. Alors, ok, on va peut-être pas y aller tout de suite. Voilà. Mais je te le dis, je te préviens. Mais c'est hyper intéressant. Moi, on va revenir. Avant toute chose, on va revenir sur les faits. Ça a eu lieu jeudi dernier. En marge d'une intervention de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Voilà. Donc déjà, bon. Sciences Po qui n'a jamais invité un collectif d'extrême droite à venir s'exprimer. De droite, oui, mais pas d'extrême droite. Quand il y a des personnalités, je sais que c'est arrivé, en tout cas à Sciences Po Paris, proches de l'extrême droite qui veulent intervenir ou qui sont prévus pour intervenir, qui sont invités par des étudiants, ils sont généralement chassés soit par les autres étudiants, soit même carrément par la direction. Donc, Laurent Berton sur Twitter raconte ses différentes signatures, les différents événements qu'il a, puisqu'il a publié Orange Mécanique, et c'est lui qui est rédacteur en chef de La Furia. Il raconte qu'à chaque fois, quand les groupements d'extrême gauche type la Jeune Garde et autres débarquent pour empêcher la tenue de l'événement.
Ouais. Il y a Peggy Sastre qui raconte comment elle n'a pas pu. Alors, c'est même pas d'extrême droite, Peggy Sastre. Hein. Ouais, Tu vois, je veux dire qu'il suffit pas il suffit non, juste proche ou en il tout cas suffit juste d'avoir. de parler à l'extrême droite, en fait, ça suffit en fait pour être disqualifié. Il suffit juste d'avoir des idées différentes. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc il y a eu, alors ce qu'ils appellent dans les médias, une rixe, des échauffourées. C'était des précautions sémantiques, alors que les images montrent très clairement que c'est un lynchage Clairement, en bonne et tous les due cas, forme. le procureur, il croit pas à la rixe. Hein. Non, Vu les chefs d'accusation, lui, c'est pas une rencontre par hasard. Tiens, t'es un facho, je vais te casser la gueule. Hein. Donc Quentin Durand, qui était il avait 23 ans, était franco-péruvien, catholique, il avait un prénom donc français, il était de droite, hein, il n'a pas été arrêté par l'ICE à Minneapolis, donc en fait en quelque sorte on peut dire qu'il cumulait tous les défauts, sauf peut-être ses origines un peu mixtes, ce qui on aurait pu dire s'il avait été de gauche, il était racisé. Ce n'est pas ce qui nous a sauté aux yeux, nous, personnellement, au départ, mais c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, quelle ironie. C'est un étudiant en mathématiques. On va sortir de la dimension politique ou quoi, je trouve ça... t'as pas à mourir comme ça. Je sais pas. Pour moi, c'est la définition du fascisme. C'est pour moi la définition du fascisme, en fait. Tuer quelqu'un pour ses idées à plusieurs. Là, on va pouvoir discuter parce que je suis pas d'accord. Alors. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se dit et ce qu'on a nous-mêmes dit, et peut-être une interprétation rapide de Pasolini qui écrivait le fascisme reviendra sous la forme de l'antifascisme. Et de dire que cet antifascisme-là est un véritable fascisme, c'est ignorer deux points historiques. Le premier, c'est que le fascisme est une réaction aux bolcheviks. Donc, et c'est né déjà, et qu'ensuite, après-guerre, quand l'URSS s'est gargarisé d'avoir triomphé du fascisme et a fait de son bolchevisme un antifascisme. Mais en fait, le bolchevisme précède le fascisme. Et la lecture justement du livre de Léon Trotsky, Leur morale et la nôtre, dans lequel il établit très clairement une justification morale, mais sans équivoque, du meurtre. D'accord. Pour les trotskistes, dont Mélenchon est issu. Oui, tout à fait. Il y a tout un courant du PS qui vient de Jospin était un trotskiste. Julien Drey. Prendre des otages, la famille et les tuer ne pose aucun problème. Ouais. Trotsky l'écrit. Donc ce n'est pas un antifascisme dévoyé en fascisme ou qui s'est retourné, c'est avant même d'être antifasciste, le trotskisme était déjà là. Ouais. Le trotskisme trouve normal, moralement acceptable, au nom de leur combat, de tuer les familles des ennemis, par exemple. Ils vont jusqu'à là. Donc, c'est la matrice idéologique du trotskisme justifie déjà. L'antifascisme, c'est juste une sorte de vernis. D'accord. C'est marrant, on en avait parlé la semaine dernière avec Gerson. Alors, on me dit Trotsky est mort, tocard. T'es au courant. 1940, à Mexico. Oui, il a pris même un pic à glace. Et Trotsky, ça s'écrit avec un I, avec un Y. Mais bon. Je crois que j'ai sa biographie là quelque part. Je te jure, c'est vrai en plus. Mais j'y connais rien. Mais c'est toi le spécialiste. Moi, moi j'ai eu. Non, sans exonérer la violence d'extrême droite. J'ai plus eu à constater les désordres causés par les antifas et en tout cas le climat de violence. Beaucoup vu. Moi, j'ai couvert plein de manifs syndicales et tout. Ça fait 15 ans qu'ils pourrissent tout, quoi. Au début, j'ai dit c'était la police, machin. Il y a là une partie de mauvaise organisation de la police, mais enfin bon, il y a quand même une volonté il y a une radicalisation. Mais si tu veux, j'ai l'impression que les discours de Mélenchon et le fait même qu'il y ait Rima Hassan, que Raphaël Arnaud était élu, qu'ils aient maintenant libre champ. Ils avaient déjà, on va dire, un laissez-passer médiatique. Mais là, maintenant, ils ont un laissez-passer institutionnel. Et ça les a débridés, en fait. Rima Hassan, qui est eurodéputé, ne parle que de la Palestine, qui n'est pas dans l'Europe. Y a quelque chose. Mais je pense même qu'ils préparent, ils se disent, au cas où le RN arrivera au pouvoir, on sera en position de bloquer le pays par la violence. Il y a toujours eu ce courant, mais il était vraiment très, très minoritaire. Et je pense qu'il l'est toujours, d'ailleurs. Simplement, il est sur...
il est en surmultiplié là actuellement et il a aucune, c'est-à-dire que voilà, et on le voit bien à travers cette histoire, c'est-à-dire qu'on voit que leurs réseaux sont même, tu vois qu'il y a 2 semaines, les mêmes personnes on a reçu des injures nous parce qu'on a osé dire que que le mec à Minneapolis avait tiré par légitime défense. Et que là maintenant, si tu veux, tu as l'impression que là, tu regardes les publications de gauche, plus ou moins radicales, enfin, dans l'humanité, c'est hallucinant. C'est presque, bah oui, regardez, c'est presque, il justifie presque la mort du mec, quoi. Regardez, bah oui, il était venu pour en découdre, c'était un sale mec d'extrême droite. Il est d'extrême droite. Voilà, donc ça suffit, en fait. C'est bon, vois, on peut le tuer à 12 en lui foutant des coups de pied dans la tête parce qu'il est d'extrême droite, c'est normal. C'est le propos qu'on entend et sur lequel j'essaye de moduler. Le fait de nazifier l'ennemi, c'est une sorte de le point Godwin on nazifie l'ennemi et donc dès lors il est inhumain, donc on peut le tuer. Mais je pense que cette dimension-là vient s'ajouter au corpus idéologique comme on disait, hein, de Mélenchon et Jospin, Julien Drey, qui tous viennent de la matrice trotskiste, qui elle est extrêmement violente en soi. Donc à l'heure où on enregistre, on est mercredi 18 février, il est 11h30, quelque chose comme ça. Plusieurs personnes ont été en tout cas arrêtées. Ouais. Nous, on a des noms qui circulent depuis plusieurs jours qui sont... alors, on ne va pas les dire là, mais bon, dans le lot, il y a quand même un assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Il apparaît beaucoup de gens de la bourgeoisie lyonnaise, voilà, culturelle c'est de gauche. Enfin, les parents, en tout cas, c'est pas les parents, parce que c'est visiblement des agresseurs jeunes, mais les parents, a priori, mais je pense qu'on ne se trompe pas, c'est quand même plutôt un milieu bourgeois, culturel, en tout cas... plutôt marqué bien à gauche, même gauche bien installée. On pourrait imaginer que les parents votent PS, tu sais. Ouais. Donc il y aurait du ciné à subventionner, il y aurait du magistrat, il y aurait, enfin voilà, et on se demande pourquoi, c'est un peu ce que je disais en intro. Pourquoi ça a pris du temps ? Pourquoi ça a pris autant de temps pour les arrêter alors que visiblement le travail sur Internet Enfin, nous, on avait les noms, on avait des noms en tout cas qui circulaient très très vite. Voilà, donc on se demande, est-ce qu'il y a eu le temps de préparer quelque chose, une petite défense? Alors moi j'ai une explication possible. Vas-y. Qui n'est pas pourquoi ça a pris du temps. En fait, c'est à voir que les chefs d'accusation retenus par le procureur sont extrêmement lourds, puisqu'il a ouvert une enquête pour homicide volontaire, violence aggravée par 3 circonstances en réunion masquée et porteur d'armes, et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit. Donc il a évacué la piste de la Rix qui a mal tourné par inadvertance. La Rix et Rouquine. Voilà, la Rix et Rouquine. Donc il a évacué ça. Ce qui veut dire, à mon avis, voilà, c'est ça l'explication, c'est que la police est en train de monter un dossier sévèrement burné, précisément parce qu'ils savent que les parents sont de cette bourgeoisie qui a le bras long, et aussi peut-être, et c'est encore aussi une explication, parce qu'on a mandaté le procureur pour charger la mule qui est LFI et lui faire mal d'un coup à un mois des élections présidentielles. Ouais, tu crois qu'il y a un agenda politique quand même en tout cas une volonté de profiter de l'occasion. Alors, il est vrai que c'est marrant parce que ça renvoie à une émission qu'on avait fait sur les municipales il y a 4-5 émissions. On avait parlé de Lyon, justement, qui était une ville vraiment sur la sellette. La sellette qui pouvait retomber à droite, c'était avant à droite. Non, c'était pas à droite. C'était Gérard Collomb. Gérard Collomb qui était de la gauche macroniste. Voilà. Gérard Collomb, on a connu plus à gauche. On peut en parler, on a connu plus à gauche que Gérard Collomb. C'est une ville bourgeoise, Lyon. Oui, c'est une ville bourgeoise avec beaucoup de Parisiens qui ont quitté Paris parce que effarés par les conséquences de leur propre vote. C'est à 1 heure de train de Paris, c'est quasiment de la grande banlieue. Et là, je pense qu'avec cette histoire, oui, là, on voit comment en plus Doucet est impliqué, visiblement, enfin impliqué, je ne vais pas m'avancer là-dedans, parce que j'ai vu cet article passer, je ne l'ai pas vérifié, mais bon, il a quand même fait appel il aurait fait appel à la jeune
Jeune Garde. Voilà. Donc là, la Jeune Garde, c'est l'organisme, on va dire, aujourd'hui dissous, créé par Raphaël Arnaud, donc une sorte de, je sais pas comment on appelle ça. Fichier S, donc S comme surveillance d'ailleurs, et plusieurs des jeunes arrêtés ont été fichés S eux-mêmes. À propos de la Jeune Garde et de Mélenchon et du climat, je vais te passer cette vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est, je pense, j'ai pas la date, mais c'est pas très ancien, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le discours qu'il tient, c'est les propos qu'il tient. C'est en meeting, c'est public, c'est pas du tout un enregistrement volé, ça se passe à Auxerre. La Jeune Garde, qui est une organisation liée au mouvement insoumis. Ce sont des jeunes antifascistes. Eh bien, monsieur Retailleau, profitez-en pour nous dire qu'ont fait ces jeunes gens. À quel moment vous avez des actes à leur reprocher qui justifient qu'on les interdise? Et demain à Lyon, où il y aura la manif du 1er mai, j'appelle tous mes camarades des Insoumis à aller se grouper derrière la bannière de la Jeune Garde pour dire « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Ah, j'en parle avec passion, parce que ce sont mes jeunes camarades. Et qui sont ces jeunes gens? Des jeunes gens qui détestent le fascisme. Eh bien, je leur donne raison. Et qui se mettent en rang par 2, par 3, par 4 pour protéger nos cortèges quand on vient nous taper dessus. Bravo, jeunes gens! Continuez, jeunes gens! Bon, alors c'est vraisemblablement de cette année, en fait. Parce qu'il parle de Retailleau, c'est le 1er mai, donc c'est cette année ou l'année d'avant, quoi. L'année dernière plutôt, ou l'année d'avant, 2025 ou 2024. Donc voilà, ouais, à la lumière de ce qui vient de se passer à Lyon, parce que là, il parle de Lyon en plus, waouh! Oui, et c'est là aussi, bon... Alors, je peux te dire déjà que sur le live, on a quelques réactions. Je pense qu'on a des militants et les filles qui allez-y, voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc oui, alors je réponds oui, Mallory, oui, effectivement, le fascisme de Pasolini, c'était la société de consommation. Et quand il disait le fascisme prendra les formes de l'antifascisme, c'est dans le cadre d'une société de consommation dans les années 70. Nous sommes d'accord. Quant à Trotsky, bah oui, il est mort, mais ses idées ne le sont pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il écrivait des livres. Et les idées du trotskisme sont réapparues, comme celles du maoïsme. Mao est mort, et pourtant on a eu le maoïsme dans les années 60. Voilà, je réponds brièvement parce que après ça va être... Ouais, je crois. Et en plus, dans tous les cas, là, le chat s'anime. Ouais. Non, je vais citer. Je m'avance peut-être, mais je crois bien qu'il me l'a dit. Julien Drey, parce que je le connaissais à une époque. Et il m'a dit ouais, trotskiste un jour, trotskiste toujours. Ouais, oui. Et donc il reste. Bon, il y a quelque chose aussi qui a côtoyé, qui a côtoyé Trotsky, non, mais qui a lu la pensée de Trotsky. Il y a une figure, Léon Trotsky, une forme de figure. Il est le perdant de sa lutte contre Staline, Staline étant le grand totalitaire, Trotsky qui se fait assassiner par Staline, qui nous laisse ses œuvres et qui nous laisse ses pensées. Et c'est presque une sorte de gentil, alors qu'en fait, la lecture de Trotsky te montre qu'il était autrement aussi violent que Staline. Voilà. Est-ce qu'on fait des petites réactions politiques là, parce que j'ai Sandrine Rousseau et Sébastien Lecornu. Alors oui, allons-y, Sandrine Rousseau. On va passer Sandrine Rousseau que j'ai vu réapparaître sur mon fil Twitter. Voilà, tu m'as appris qu'elle était encore existante, elle était encore en vie. Et on l'écoute, c'est assez fabuleux. Tu m'as fait découvrir ça tout à l'heure. Donc c'est Sandrine Rousseau, donc ça doit dater d'hier, je pense, et c'est sur France Info. On écoute. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire de manière factuelle les antifascistes ont tué. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Peut-être pourrons-nous le dire. Sous-entend le ministre de l'Intérieur. Oui, et il le sous-entend. Aux 20h de France 2. Il le sous-entend. Garde inconditionnel, mais tout le monde sous-entend plein de choses. Tout le monde sous-entend plein de choses. Il dit manifestement l'ultra-gauche était à la manœuvre. C'est plus qu'un sous-entendu. Oui, il le dit. Aujourd'hui, à ce que je sache, il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Ils ne sont pas en charge de l'enquête. Donc, le parquet a été extrêmement prudent. Moi, j'interroge aussi quand même, parce que ça n'est pas dit dans le débat, le rôle des renseignements généraux, du préfet, de la police, parce que pour avoir fait des conférences, nombre de conférences dans des universités et avoir subi la présence, en tous les cas qui se voulait intimidante, de l'OAS, du GUD, de l'extrême droite à plusieurs des conférences que j'ai données. Aujourd'hui, nous... Alors...
Bon, l'OAS. L'OAS, alors on va le dire pour les plus jeunes qui sont avec nous. L'OAS est une organisation qui a été dissoute en 62. Soit 10 ans avant la naissance et de Sandrine Sandrine Rousseau est née en 72. Donc, non, mais on voit qu'elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Elle est pas à l'aise du tout. C'est marrant parce qu'ils prennent des précautions, mais des trucs. Quand il y a un mort à 8000 km de tout le monde, toi, c'est la police, abat la police tue, machin. Il n'y a aucune. Voilà, on y va, c'est bon, on peut y aller, on peut jeter discrédit sur tout le monde. Là, quand ça arrive en bas de chez eux et que ça vient de leur camp, oulala, les pudeurs, oulala, on ne sait pas, c'est peut-être. Non, qui êtes-vous pour dire que c'est la gauche? L'extrême gauche. Non, c'est bon. Tu vois qu'en plus, Sandrine Rousseau, elle n'est pas LFI. Quoi. En plus, elle n'est pas LFI. Donc, mais on voit, tu sens dans sa. Je sais pas, c'est ma table qui fait des bruits, je ne sais pas. Tu sens dans sa voix qu'elle n'est pas à l'aise. Tu vois, là, sans la regarder, en écoutant, je sens qu'elle n'est pas. C'est comme moi quand je fais des lives et je ne suis pas sûr de mon texte. Tu vois, c'était pareil. C'est la même intonation. Tu es la Sandrine Rousseau du TikTok. Alors, nous avons également. Est-ce que je le passe ça fait 2 minutes. C'est bien le cornu ou pas? Non. Écoute, alors le cornu, donc c'est une réponse à Mathilde Panot. Et j'avoue que le cornu, une sorte de moine défroqué en pull tricoté main, avec son poireau dans le cabas. Voilà, il a été assez efficace. Alors, écoute, on va l'écouter. Attention, c'est la campagne électorale, plus arrêter des discours, voilà. Un peu de le cornu. C'est rare qu'on l'écoute ici. Mesdames et messieurs les députés, Madame la présidente Panot, ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Donc il commence par 2 crochets du droit. Le cornu. C'est là qu'on voit qu'il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Et sur le chat, il se passe quelque chose aussi. Non, mais moi je lis. Il faut que tu modères. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, putain, il a raison. Une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare, c'est que moi je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Tu peux je peux m'éteindre parce que bon, il a raison sur 2-3 trucs, mais bon, il me fatigue. Oui. Non, puis après, on verra la vidéo. La LFI est un petit peu sous le choc de ce qui se passe. Hein. Ils sont très silencieux à l'Assemblée. Alors, ils n'ont pas perturbé la minute de silence. Non, mais il y en a plein qui n'étaient pas là, surtout. Ils n'y ont pas été, mais ils l'ont pas perturbé. Voilà. Alors, ils ont protesté sur les réseaux. Et effectivement, ils ont dit mais comment il n'y a pas eu 2 minutes de silence à chaque fois. Donc, ce qui est intéressant, moi j'ai écouté le discours de Mélenchon qui est tout de suite après. Alors là, très clairement, hein, c'est les all cops are not bastards. Hein. Tu sais que les filles, hein, c'est ACAB, all cops are bastards et tout. Et là, Mélenchon se disait mais que fait la police ? Là, il avait besoin de la police. Non, mais c'est double. C'est d'une semaine sur l'autre. C'est marrant parce que l'actualité, là, d'une semaine sur l'autre, nous livre des versions. Ils font des discours opposés, en fait. Sur, je dis, là, le ramdam qu'il y a eu sur Minneapolis. Voilà. Et là, ça arrive en bas de chez eux d'un seul coup. C'est un autre discours. Oh là là, mais attends, prenons soin d'analyser la situation. Les images que nous avons vues ne sont peut-être pas celles qu'il faut croire. Tu vois, alors que là, il nous faut le contexte. Oui, oh là là, vous allez trop vite. Que de raccourcis. Il y a Samuel Fitoussi qui tweet d'ailleurs à ce sujet qu'à la lecture du livre de Nora, que tu as lu d'ailleurs, Bussigny, les nouveaux inquisiteurs. Voilà. Et qu'à la lecture de son livre, il était convaincu déjà qu'il y aurait des Charlie Kirk français.
Ah, mais moi aussi, je suis certain. Voilà, donc, Et je pense que c'est que le début. Hein. Et c'est que le début. Hein, non, c'est les nouveaux antisémites. Oui, celui-là, je l'ai pas lu. Le suivant, ouais. Je l'ai pas lu. Celui-là. Oui, c'est que le début. Moi, j'avoue que je suis inquiet. Il y a une inquiétude parce que on n'a pas un État régalien très très en forme, et voir qui joue de cette violence-là, l'occasion de se faire la tête de LFI à un mois des élections municipales, ça pourrait être à un mois des élections présidentielles. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'on entre dans un... Alors, on va en parler, parce que c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, c'est les municipales, en fait. Parce que pour en avoir fait quelques-unes de campagnes municipales, je sais que systématiquement, le mois avant les municipales, le mois et demi avant, c'est le moment où il y a des pressions, c'est là où il y a les publications d'articles les plus trash, les dénonciations, les affaires qui tombent bizarrement. Tu sais, rappelle-toi de l'affaire Benjamin Griveaux. Oui. C'était un mois avant les municipales. Et moi, j'ai regardé, on va remonter même plus loin, le Papivoise. Donc, le Paul Voise retraité, agressé à Orléans, à 3 jours de l'élection de Nicolas Sarkozy. Ils savent que dans un... La grotte d'Ouvéa. Oui, tout à fait. Alors, mais après ça, on peut pas dire c'est commandé. On va pas dire les mecs, ils ont buté le mec pour les élections. Mais il y a un climat déjà. Il y a déjà. Est-ce que la presse reprend et comment elle reprend On va en parler après, la presse. Mais sur ce climat, si tu veux, avant moi, les pressions que je connaissais de l'extrême gauche, de l'extrême droite aussi, mais on va dire l'extrême droite était beaucoup plus... je ne vais pas dire carré, mais en tout cas frontal, c'est le cas de le dire. Tu vois, c'était des trucs assez... Tu les voyais à 3 km arriver, à 30 km arriver. Alors que des fois, sur l'extrême gauche, c'était beaucoup plus sournois, beaucoup plus... moi, je me souviens de pressions que moi-même j'ai reçues sur des campagnes, et où c'est vraiment déstabilisant. C'était des pratiques qui étaient... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'avaient pas de limite, en fait. Mais ça restait... Si, je pensais qu'ils en avaient une, c'était... en tout cas, moi, j'ai jamais eu affaire à ça. J'ai jamais eu affaire à de la violence physique par rapport à ces gens-là. Simplement, j'ai vu le climat se dégrader vraiment dans les manifestations, parce que j'ai couvert énormément de mobilisations syndicales, de gauche, et ça s'est vraiment dégradé là, sur ces 10 dernières années, et c'est devenu violent. Et moi, au départ, je pensais que c'était la police qui était en... Alors, il y a une partie préfet de police d'organisation et tout, mais il y a clairement une radicalisation. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je pense que c'est multifactoriel, mais il y a une radicalisation. Et si tu veux, le drame de Lyon, là, ce meurtre, quelque part, ça fait partie de ce climat, en fait. Ça m'étonne qu'à moitié, en fait. Je ne suis pas étonné, en fait, malheureusement. Alors après ça, on en y reviendra tout à l'heure. Pourquoi Quentin, pourquoi le service d'ordre de Némésis, machin, ils sont pas formés, machin, et tout ça, c'est autre chose. Ça, c'est presque autre chose. Alors peut-être qu'on peut en parler tout de suite, parce que c'est, à mon avis, alors déjà, Némésis, qui était inexistant il y a 3 ans, 3-4 ans, là, qui quelque chose comme ça, qui là fait un boom en termes de célébrité médiatique. Donc Némésis, Groupuscule. Voilà, moi je disais la dimension sexuelle. Alors vas-y, parce que je sens que ça te pèse cette histoire depuis le début. On va évacuer tout de suite. On va évacuer la tension sexuelle dans ce débat. On a dit qu'il faut voir quelles sont les dimensions. Quentin, donc ce jeune homme qui se présente comme protecteur d'un groupe de femmes, jeunes femmes par ailleurs, face à des militants antifa. Alors c'est la dimension, voilà, je voulais attirer ton attention sur un article qu'a écrit notre ami Tancrède Bastier là, sur les effrontés, où il analyse une enquête de l'IFOP. Ouais. Et une enquête de l'IFOP sur la pratique sexuelle des Français. Du type, combien de fois avez-vous baisé ? Tu sais, c'est un peu la blague du gars qui baise une fois par an, mais il est heureux parce que c'est ce soir. Donc, il s'avère que l'enquête de l'IFOP montre que ceux qui sont le plus abstinents, les jeunes hommes les plus abstinents à un âge où tu as toute envie de ne pas l'être, c'est à gauche, voire à l'extrême gauche que tu les trouves. Je m'interroge sur la frustration et sur ce que représente Quentin, sorte de
voilà, qui arrive accompagné d'un groupe de 5-6, je ne sais pas combien était le groupe Némésis, mais en tous les cas de jeunes femmes. Non, mais c'est clair. Voilà. Non, mais alors, on va évacuer Némésis tout de suite. C'est clair, c'est des nanas qui sont, voilà, ils sont hyper intéressants. Enfin, je me mets, je suis un mec de 23. On voit la photo de Quentin. C'était pas un mec super gaulé. Oui, c'est donc pas. je pense qu'il y a une dimension, je dirais pas sexuelle, mais une dimension normale de séduction, un petit de peu, proximité d'idées. voilà. Je rends service. Je suis le mec dans le truc. Moi, ce qui me gêne un peu de l'histoire de Némésis, c'est que je vois très clairement que. Enfin, je le sens, c'est qu'elles en ont rien à foutre de ces mecs, en fait. Oui, c'est ça. Moi, il y a une dimension sociale qui me choque profondément. On est clairement sur ce truc-là, quoi. Et que le mec, il est mort. Bon, il est mort pour rien, de toute façon. Oui. Il est mort pour rien, c'est odieux. Mais moi, je vais pas accabler Némésis non plus. Mais bon, j'ai un peu d'expérience. Et je sens que bon, je les vois, les mecs, ils ont pas été formés, ils sont pas formés, ils sont évidemment pas payés. Je sais même pas s'ils ont eu un bonjour et un merci, en fait. Voilà, c'est ça qui me. C'est un truc comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que ce qu'il y a, cette dimension-là qui est à l'œuvre un peu dans tout ce qu'on fait, tu vois. Effectivement, je suis d'accord avec toi que Quentin, c'est le dindon de la farce à tout point de vue. À tout point de vue, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est hyper sulfuré. On a passé plein de vidéos ici où elles se font maltraiter, clairement. Je veux dire, en manif, elles en prennent plein la tronche. Hein. Tu te souviens, j'avais fait un petit jingle, la gauche, la gauche qui vous elles se font hurler dessus parce qu'elles manifestent. Tu te souviens du père, le père d'Ercilla Soudé, il y avait une manif, là, c'était. Moi, j'avais honte pour les gens. Enfin, j'avais même honte pour les gens de gauche, en fait, qui les traitent comme ça, en fait. Mais comment, tu sais, en fait, tu peux considérer la grandeur d'un individu. Hein. Je parle même pas de sa couleur politique, qui est jeune, vieux, peu importe, à la façon dont il traite les gens à qui il n'est pas d'accord, quoi. Touche-moi. Allez plus loin. Allez, casse-toi. Facho de merde, là. Allez, tire-toi le facho. Tire-toi, là. Allez, tire-toi. Casse-toi. Va ailleurs avec tes trucs de merde, là. Allez, tire-toi, là. Casse-toi. Ils ont beau se dire de gauche supérieure, c'est indigne, c'est sale, t'as même pas envie de les fréquenter, en fait. Je dirais que c'est d'autant plus ça que l'inquiétude, moi, que j'ai, c'est sur la réduction de l'espace du possible de la rencontre et de la parole. C'est-à-dire que tu en es, mais les extraits qu'on avait vus, que tu avais diffusés, mais à chaque fois, et même là, ce que je lis sur le chat, c'est que tout de suite, ça monte dans les tours. Tout de suite. Il n'y a absolument plus aucune volonté d'entrer en communication. Dans communication, c'est la même famille que commun. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment plus rien en commun. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Mais il y a déjà une altération du langage qui est un commun. En disant, voilà, moi j'écris en écriture inclusive, pas toi, donc ça nous sépare, parce que je privatise le langage à ce moment-là. Ça recoupe peut-être ce que tu disais sur le fait qu'il n'y ait plus de relations sexuelles à gauche, puisque en fait, finalement... Il n'y a plus de filles-garçons, c'est quoi ? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de relations. Oui. C'est peut-être une... Voilà, parce que pour être ouvert à l'autre, il faut être ouvert à l'autre. Tu vois, c'est dans la définition, en fait. À autrui. Donc, dans toute sa différence, en fait. Il faut être ouvert à l'autre dans toute sa différence. C'est pas parce que tu parles en permanence d'imposer les différences, des machins, des trucs, en fait, que tu le pratiques, en fait. Parce que c'est ça, le truc. Très clairement. Et d'autant qu'à force de vivre dans le même groupe de personnes qui partagent tes idées, ton langage s'appauvrit puisque tu n'as plus besoin... C'est le principe sectaire. Hein. Et tu n'as pas besoin d'éprouver tes idées par la mise en commun avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. J'ai plein de choses, j'ai plein de vidéos dans tous les sens. C'était un festival à gauche, donc c'est assez... En tout cas, on n'a jamais eu un chat aussi animé. Alors, je suis désolé sur le chat, je ne peux pas vous lire parce que j'ai une mauvaise vue et l'écran est super loin et donc je ne peux pas vous lire, mais si tu veux... Là, d'une certaine manière, le chat est autonome, tu vois, ils discutent entre les gens. Voilà. Donc, bienvenue, moi j'ai dit, installez-vous, faites comme chez vous. Alors, moi je voulais, avant de passer plus sur les réactions à gauche, alors je vais parler des réactions à gauche parce que je vais parler des réactions de la presse, et là ça a quand même été un festival. Moi j'avoue que là j'ai été particulièrement, il faut que je retrouve mon texte, que j'étais très étonné du comportement de certains journaux, alors comme l'Humanité. Alors je n'en attendais pas grand-chose, mais quand tu as les images qu'on a vues et que tu titres sur comment sortir du piège tendu par l'extrême droite, où les expéditions punitives de l'extrême droite pourraient se multiplier, dans un sorte de délire de persécution, alors que
t'es quand même, je dirais pas que l'humanité est responsable, mais tu as quand même reçu des éclaboussures de sang, quoi, tu vois. Il y a quand même quelque chose, il n'y a pas d'autocritique, il n'y a rien, c'est bon, allez, on continue, allez, c'est des fascistes, on va tous les éliminer, quoi. Ça correspond à ce que tu as raconté, mais là, ça vient de la presse, quand même, c'est normalement des gens qui ont une déontologie. Et on s'étonnera aussi, moi je m'étonnais aussi du Front républicain de la presse de gauche, alors que ça va de la presse subventionnée comme l'Humanité à la presse capitaliste, capitalistique, comme Mathieu Pigasse, qui là sortent alors Mathieu Pigasse, le Don Corleone de la haine propre, ils sont tous unis donc pour sortir un spécial front commun contre l'extrême droite. Je pense que c'était le moment. Et moi je me dis comment on peut, intellectuellement on peut faire ça. Voilà, là, c'est là que les agendas politiques me dépassent. Tu vois, c'est en ça que je ne pourrais jamais être militant, parce que je n'ai pas cet endoctrinement qui te coupe toute humanité, justement. C'est un moment, ça suppose effectivement que tu cesses de penser pour écrire ça. Tu imagines que le journaliste qui écrit ça, il est en mode automatique. Non, mais ça, tu peux pas, c'est impossible, quoi. Moi, je sais pas comment tu te regardes dans la glace. Il y a quelque chose d'assez sidérant. Ouais. J'avoue que c'est un phénomène. Le phénomène sectaire est assez sidérant. Le phénomène de groupuscules comme ça, le grégarisme est un phénomène assez sidérant. Et là, quand tu vois le grégarisme de la presse, moi, je crois que ça traduit, c'est qu'ils arrivent à percevoir que là, il y a un gros danger. Alors j'ai essayé de pas trop regarder les médias. Je n'ai même pas du tout regardé les médias depuis 5 jours. J'ai lu les journaux et même surtout de gauche d'ailleurs. J'ai vu un peu les réactions de la gauche, des Twitchers de gauche. Ouais. Et je vais t'en passer quelques-unes. Là j'en ai deux, mais il y en a des dizaines. Moi je les connais pas ces gens-là. Alors là j'ai chopé un type qui s'appelle Globtopus. Je sais pas si vous connaissez sur TikTok. Alors je vais essayer de vous le passer. Des gens trouvaient ça très choquant. Qu'un fasciste soit mort des suites d'éventuelles violences suite au fait qu'il ait participé à une manifestation de fascistes en tant que fasciste. Je pense que c'est plutôt logique, quoi. Il est mort, c'est dommage qu'un humain meure, comme d'habitude. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quelqu'un qui promeuvait la violence et qui s'est pris cette violence en pleine gueule. Ah ouais. Après coup, quand on voit que le Quentin Durand, comme tu dis, il est effectivement gaulé comme une ablette et que t'as vu ce que disent les rapports officiels, hein, les médecins disent qu'il s'est fait fracasser le crâne. J'ai le rapport là, c'est un truc de fou. Il s'est fait fracasser le crâne si violemment que de toute manière, il était mort. Il était mort. La médecine ne pouvait rien faire pour lui. Multiples lésions à la tête, traumatisme crânien majeur, fracture du crâne, plusieurs fractures du crâne, lésions mortelles. De toute façon, il ne s'en sortait pas. Même s'il l'avait sauvé, il serait mort. Donc voilà, c'est l'autopsie. C'était des coups mortels, il n'y avait aucune chance qu'il en sorte. Voilà, non, mais le truc Twitch, ça recoupe exactement. Je continue parce que ça, c'est l'appetizer. Envoie un deuxième. So what? Enfin, je veux dire, c'était un pauvre Et gamin, alors, traduisons. Dans le service d'ordre, leur truc d'identité. Pauvre gamin, et quand même, dans un truc d'extrême droite. Ça va, alors on peut le tuer. Croire que c'était un pauvre gamin. Il avait 23 ans. À 23 ans, tu peux mourir. Adulte, tu sais ce que tu fais. Non, alors ça, déjà, c'est une bonne connerie. C'est une bonne connerie. Gens, non, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens à 50 ans, ils ne savent toujours pas ce qu'ils font. C'est ça que je prendrais. Psaume dit, vous êtes des malades, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pose problème? Que là, on parle de fascistes, qu'on soit bien d'accord. Donc on peut... à partir du moment où tu décides d'être fasciste et de faire partie d'un groupe d'extrême droite, tu es violent. Ton existence devient violence. Puisque tu veux, par ta propre existence, éradiquer d'autres personnes qui n'ont rien demandé et qui ne sont que d'autres humains. Je te le dis, de collectifs d'extrême droite identitaires, voilà, se réclamant du féminisme. Mais bon, on rappelle quand même qu'ils ont fait des actions anti-trans. Donc, difficile d'être féministe et anti-trans. C'est pas possible, c'est pas compatible. Une banderole qui indique 6482 viols ou tentatives de viol par des étrangers en 2024. Papa Noël réémigre-moi ces violeurs. C'est ça leur banderole. Tu trouves? Tu dis, c'est normal de réémigrer les violeurs étrangers. Être anti-immigration, c'est être raciste. Point. L'immigration est obligatoirement positive pour un pays, surtout un pays comme le nôtre. On a besoin de l'immigration. De toute façon, on est dans un pays qui est de base assez raciste. Donc, si tu te dis anti-immigration, ça veut dire que littéralement, tu es raciste. Il n'y a pas de jeu à faire là-dessus.
Alors, c'est intéressant. C'est le camoulox dans sa tête à ce gars. C'est ça que ça veut dire. C'est que ce mec, en dépit des études qu'il a dû faire assez longues, mélange tous les concepts. Il n'y a plus aucun fondement historique. Il n'y a même aucune vérification. Il n'y a pas de fait économique dans ce qu'il raconte. Hein. Parmi les nouvelles, on en parlera, mais sur l'immigration, les statistiques, ça colle pas. Les statistiques économiques, ça colle pas. Il est dans une position qui est littéralement celle du fanatique religieux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça. Ce sont des talibans. Voilà. C'est un taliban. Le mec a un discours de taliban. Là, pour moi, c'est la même chose. Tu remplaces fasciste par mécréant. C'est le même discours. Voilà, c'est la même chose. J'ai une autre vidéo, si tu veux. Vas-y, celui-là, il était tellement beau. Ah oui, elle est avec ses cheveux bleus. Là, c'est un super Pokémon. Même genre, mais en féminin. Comme ça, on ne pourra pas nous dire qu'on est une mission de macho. On n'entendrait pas dire le pauvre Quentin qui avait des propos antisémites, homophobes, racistes, etc. Non, vous ne m'entendrez pas dire le pauvre Quentin qui était raciste et autres au final. Non, vous ne l'entendrez pas le dire. Voilà. Parce que c'est ça que vous cherchez, l'extrême droite. Vous cherchez qu'on ait plus de l'empathie pour ces gens-là, alors que ces gens-là, ils tuent. Ils tuent dans leurs idées et physiquement. Pour le coup, Quentin était un militant qui frappait des gens. Vous avez tout à fait le droit à la légitime défense, mais le procureur ainsi que la vidéo, non. Voilà. Non, il dit des conneries, le procureur. Tu dis n'importe quoi. On a fait du journalisme tout à l'heure. Ouais. On a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, on a dit qu'il n'était pas d'accord avec nous, donc il méritait de mourir. Donc en fait, tu es en train de faire... Son argument, c'était de la légitime défense. Bah ouais. Et c'est marrant parce que c'est l'argument qu'on avait il y a 2 semaines qu'on leur opposait pour Minneapolis. Là, c'était les mecs. Le fascisme était de l'autre côté. C'est marrant, c'est le fascisme aléatoire en fait. C'est quand t'es pas de mon avis, t'es fasciste. Donc si t'es fasciste, je peux te tuer. Toi, c'est vraiment la mécanique. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient au pouvoir, hein, parce que ça va être une épuration totale. Et puis à la fin, ils vont s'épurer eux-mêmes, hein, parce que la finalité de ça, c'est qu'ils s'entretuent à la fin, parce qu'il y a cette chasse à la pureté. À la fin, il y a plus personne. Il y a plus que le leader dans son blocos, quoi. Donc attends, j'ai pas fini. Encore quelques secondes. C'est un régal pour les yeux, pour les oreilles et les sens. En tous les cas, il y a TikTok qui filtre. Et c'est grave. C'est très grave. L'extrême droite avait des béquilles, des casques, des fumigènes pour taper des gens. Des tronçonneuses. En fait, c'est ça la réalité. Et les gens, oui, certes, ils se sont défendus contre Quentin parce que Quentin faisait partie du groupe d'extrême droite. Oui, ils se sont défendus à 15 contre Quentin, qui est gaulé comme une crevette. Mais parce que le fascisme, c'est des forts. C'est des fascistes. Hein. Non, mais là, eux, c'est dans un film Marvel, quoi. Tu vois, ils sont en train de combattre le mal. Hein. C'est Marvel plus Hitler, quoi. Mais je crois qu'effectivement, t'as pas tort du tout. C'est la consommation de produits culturels américains. Ils sont flingués. Mais de toute façon, t'amène à penser qu'effectivement, en face de toi, l'ennemi est un super vilain, il a des super pouvoirs, y aller à 15 et aucun problème. Là, j'ai un commentaire qui m'a fait rire parce qu'il est assez vrai, c'est le fascisme de Schrödinger. Il a 50% de chances d'être là et de ne pas être là. Non, puis je pense qu'ils sont comme tous jeunes, et puis c'est vrai qu'à 23, 24 ans, t'as pas vraiment une super conscience de la mort. Bon, c'est du western, quoi. Oui, c'est ça. C'est en fait, tu commences à prendre conscience de la mort dès lors que t'en as plus derrière que devant. Hein. Voilà. Et là, effectivement, il y a un côté western, immortel. Il y a un côté immortel. C'est un côté jeu vidéo, quoi. Alors qu'ils ont ses amis ont lynché un type dans la rue, sont revenus sur son corps alors que le mec était agonisant pour l'achever. Mais après ça, tu comprends, c'est normal parce que il était d'extrême droite et l'extrême droite tue. Et tu as la preuve, on leur montre la vidéo, tu vois, non, en fait, ça ne connecte pas. Le mode de raisonnement est assez simple. L'extrême droite tue, c'est posé, c'est un axiome. Voilà. Dès lors que l'extrême droite tue, il ne s'agit pas de te poser la question de où et quand. C'est tout le temps. Ouais, l'extrême droite tue tout le temps, donc tuer l'extrême droite est une légitime défense. Et puis tout est d'extrême droite si c'est pas comme moi. Voilà. Il y a un côté Khmer rouge en fait. Hein. C'est vraiment c'est effrayant. C'est effrayant. Alors, j'ai pas nommé, c'était la streameuse Yukaino. Voilà, elle s'appelle, je ne connaissais pas. Je connais pas tout c'était. Mais c'est toujours on n'est pas dans. On n'est pas des jeunes de gauche rebelles mais. Ces gens ont beaucoup d'audience, par contre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et que, bon, voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois, en fait, ça recoupe vraiment le mandarin Mélenchon au sommet du truc, qui est le maître. On peut lui reconnaître une chose à Mélenchon,
C'est quelqu'un, tu vois, je pense que je peux le choper. Si on le chope un jour caméra avec la tête de Bardella dans une main, le couteau ensanglanté dans l'autre, et le mec, il réussira à engueuler le journaliste. Mais allez enquêter sur Bolloré plutôt. C'est lui le danger. et en fait, je pense que c'est la faute à Opinel. Je pense que non, mais il y aurait même pas de faute pour lui. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, maudit journaliste, je vous crache à la gueule. Mais en fait, il ne doute jamais, Mélenchon. C'est ça qui est sa force. C'est une force. Hein. C'est une force. En politique, c'est une vraie force. Pour arriver là où il veut arriver, c'est une force. Et je pense qu'il a. Le seul truc qui fera douter, c'est que s'il perd une nouvelle fois les présidentielles, vu l'âge, là, il risque de commencer à se dire peut-être que j'y arriverai jamais. Je crois qu'il y a des réalités, genre l'arithmétique, il peut pas lutter, quoi. Genre la mort aussi. Tu vois, c'est-à-dire l'âge. En tous les cas, moi, je peux te dire que sur le chat, c'est extrêmement animé. Il y a du monde. Alors, il y a des gens qui disent vive LFI, et c'est tout à fait leur droit. LFI est un parti politique représentant une partie de la population de l'électorat français. Il a donc à ce titre parfaitement le droit et la légitimité à être représenté et à s'exprimer. Et nous partageons pas, toi et moi, ces idées, mais nous partageons le fait que LFI est un parti. C'est un parti. Non, puis on partage des idées. Il y a des trucs. On ne partage pas tout. Ouais. On peut même le dire, c'est l'un des rares partis qui a un programme construit. Oui, en plus. Ils ont des choses intéressantes. Il y a pas tout n'est pas acheté. Comme il y a des choses intéressantes au RN. Même chez les macronistes, il y a des choses intéressantes. Moi, je ne soutiendrai pas LFI si c'est pour que le RN disparaisse. Je soutiens ni l'un ni l'autre, et je soutiens les deux. Je soutiens le droit de ces deux partis à s'exprimer, à être représentés, et ils ont des représentants. En tout cas, les LFI, il y a une vision de société, clairement. On peut la critiquer, mais il y en a une. Tu vois, c'est pas comme... C'est pas comme l'extrême centre de type Horizon... Où là, je m'allie, mais Philippe je m'allie pas. Edouard, je suis de gauche, mais de droite, mais là, je passe au-dessus, puis j'appelle à faire Front républicain. Manuel Valls, c'est de l'anti-Manuel Valls. On peut reconnaître à LFI, à Mélenchon, une constance. Je préférerais toujours... en plus, je pense qu'il y a une certaine... je pense qu'un débat avec quelqu'un de LFI, c'est pour ça que je vous invite à commenter, c'est plus intéressant, de toute façon, même s'il y a des aberrations, qu'un débat avec un macroniste. Et on va conclure là-dessus, parce que je pense que toute cette histoire ne va bénéficier ni au RN, ni à LFI. Lequel RN est extrêmement silencieux, et joue très bien l'affaire. Il joue très bien l'affaire, mais je pense qu'in fine, tout ça ne bénéficiera à l'extrême centre. Parce que là, en fait, ils sont en train de faire la campagne pour un Macron bis. Là, avec oui, parce qu'une fois qu'ils auront désarrimé le PS du NFP, donc de LFI, ils vont pouvoir récupérer le PS. Ils vont faire un bloc extrême-centre en renvoyant dos à dos, ce que je te disais, économiquement, des électeurs qui sont proches, c'est-à-dire ceux du RN et ceux de LFI. Et à côté de ça, l'extrême-centre qui a économiquement n'est pas du tout le même électorat, et en disant on va bien vous la mettre profond. Je pense que c'est malheureusement ce qui va se passer. Par contre, les municipales, ça va être une autre tisane, ça va être rigolo. Oui, c'est beaucoup plus local. Il va y avoir des choses intéressantes. Et puis je dis, pour LFI, comme pour le PS, les municipales, alors je ne dis pas que les présidentielles ne sont pas importantes, mais les municipales, c'est le nerf de la guerre. Donc, si LFI, parce qu'ils comptaient beaucoup, on en avait parlé, ils comptaient beaucoup mettre la main sur pas mal de villes et se démerder tout seul. Oui, avec une histoire comme ça. En guerre contre le PS. Avec une histoire comme ça va être plus compliqué. Là. Et dans le cas d'une présidentielle, de toute façon, on connaît la suite. Ils s'associeront toujours à Front républicain, barrage contre le fascisme. Bon, ça marche à tous les coups et ça marchera encore. Pas une voix pour le Front National, disait Mélenchon. La jeunesse emmerde le Front National. Ils vont nous la faire jusqu'à 102 ans. Ils n'ont plus de jeunesse, il n'y a plus de Front National, mais ils nous la feront toujours. Et moi, je retiens, peut-être, c'est ma conclusion de l'affaire, c'est que on a eu 8 jours d'Epstein qui nous montrait à quel point l'élite qui veut garder le pouvoir est corrompue, pourrie jusqu'à la moelle. Et là, coup de bol, on a l'occasion parfaite pour parler d'autre chose, parce que c'est cette même élite qui va récupérer la mise. Voilà. Voilà, moi je suis juste désolé pour ce Quentin, quoi, parce que pour ses proches, parce que c'est vraiment, c'est horrible, quoi. En tout cas, peut-être on peut conclure déjà, la mort d'un homme n'est jamais, enfin à mon avis, la mort d'un homme n'est pas à préférer, à justifier au nom de ses idées. Ce que Trotsky disait, la fin justifie les moyens dès lors que la fin c'est
la lutte qu'on mène. La mort de Quentin de Ranc ne sert personne. Ça attriste une famille. Ça prive son entourage et ça prive aussi peut-être la mathématique de quelqu'un qui avait des choses à faire et des choses à dire. Il y a pour moi une profonde tristesse à mourir avant l'heure. De toute manière, et je le dis au chat, je le dis en direct et je le dis sur YouTube, en fait c'est un temps de tristesse et un temps de deuil. Il n'y a aucune beauté dans la mort en fait. Voilà. Ouais. Eh bien, alors, ça va être dur de transitionner, là, comme on dit à gauche. Ouais. Non, mais bon, écoute, on va fermer pour l'instant ce chapitre-là. On y reviendra. L'affaire est en cours. Il y a eu des arrestations, des interpellations. Ceci dit, la transition, moi, il était prévu dont je te parle, est relativement dans le thème, en fait. Ouais. Alors, on va d'abord faire une petite pause pour rappeler, déjà pour saluer, mais remercier nos amis TikTokers qui nous regardent en live. Si vous voulez regarder cette émission en live, car elle est enregistrée et diffusé dans les conditions de son enregistrement, c'est-à-dire c'est un footrack pas possible. Mais si vous, spectateurs de YouTube, voulez voir les coulisses de l'enregistrement de cette émission, il faut vous abonner au compte TikTok de Jamais Trop Pas Assez. C'est TikTok /jamais podcast. Et vous, amis de TikTok, si vous voulez regarder l'émission bien finie avec des habillages, de la musique, des extraits, les extraits animés en vidéo que vous avez entendus, eh bien, il faut vous abonner au compte YouTube de Jamais Trop Pas Assez. C'est pareil, Jamais podcast sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a fait les 2 dernières émissions, on a fait des gros scores pour nous, malgré le shadow banning, parce qu'on a été shadow banné sur une des émissions, sur l'autre moins. Par contre, nos shorts sont shadow bannés maintenant sur YouTube. Ah ouais. Font 10 vues, voilà. Dont 10 likes. Parce qu'ils sont shorts. Ils sont peut-être trop shorts. On est passé de 4000 à 10. Bon, mais voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chute, c'est-à-dire qu'il ne décolle pas en fait. Mais bon, c'est la règle du jeu. Ouais. On accepte. On ne l'a pas choisi, mais il faut jouer le jeu avec les cartes qu'on nous a données. Voilà, si cette émission vous plaît, je vous invite à la liker sur YouTube, sur TikTok, à la partager surtout. Partager sur YouTube, c'est important de partager. Partage cette vidéo, partage-la donc sur les réseaux. Partage cette vidéo, partage-la sur les réseaux. Je vais raconter une histoire à nos auditeurs qui va nous envoyer aux États-Unis et en Chine, c'est-à-dire parmi les deux pays, les deux premières puissances économiques mondiales. Alors, en quoi je la rapproche de ce qu'on vient de dire, c'est que je disais que économiquement, les électeurs LFI et RN sont très proches. Hein, ce sont ce que Todd appelle les losers d'en haut. Alors, hormis le fait que les premiers ont beaucoup plus de diplômes que les seconds, un Chinois a un petit peu, indépendamment de sa volonté, inventé le terme économique, le concept économique qui exprime cette proximité en parlant de kill line. Alors, tu l'écris comment ? Alors, kill, comme kill. Ah oui, kill. Kill line. Okay. Alors, c'est un concept qui vient des jeux vidéo. D'accord. La kill line, c'est quand ton personnage a si peu d'énergie qu'il est encore en vie, mais que le moindre choc le fait sortir du jeu. Il lui reste plus qu'une petite ligne de vie, et c'est la kill line en dessous de laquelle tu disparais. Et il suffit d'un rien. Et alors, comment ce concept de jeu vidéo est entré dans la langue chinoise et est devenu un concept économique? C'est un certain Alex, donc un Chinois qui étudiait la médecine aux États-Unis, à Seattle, et il constate que les laissés pour compte qui arrivent à la morgue sont effectivement les cadavres non réclamés de Seattle. Il voit la réalité économique américaine par les cadavres des laissés pour compte, en fait. C'est comme ça. Et il commence à théoriser. Non, même pas à théoriser, juste à renseigner ce réel-là sur des vidéos qui sont publiées en Chine. Et les réseaux chinois de vidéos, c'est du costaud. Il y a du monde. Alors, c'est sur Bibli. Voilà, donc... et il décrit ce qui se passe aux États-Unis et notamment comment un seul choc
maladie, perte d'emploi, accident, te fout ta vie en l'air. peut pousser les Américains de la classe moyenne dans la rue, voire à la morgue. Et les pousse dans une pauvreté irréversible. Ce qui est économiquement factuel, c'est que 59% des Américains, donc 60% des Américains, ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de $1 000. Oui, alors tu me l'avais dit, ça, tu me l'as dit. C'est ça la kill line. Ouais, c'est $1 000. Oui, mais en même temps, je sais pas en France si on n'est pas. On a encore les restes d'un système social. Oui, alors il y a ça. Il y a un filet social. Mais le fait est que tu vois que la multiplication des SDF dans les rues de la ville. Il y en a beaucoup, mais c'est rien par rapport aux États-Unis. Oui, on est d'accord. Ouais. On est très très loin. Les États-Unis ont avancé beaucoup plus vite et ils sont très très avancés là-dessus. Mais la campagne de Trump, MAGA, Make America Great Again, était le constat qu'ils étaient déjà atteints de kill line, dans une situation économique de kill line. C'est un constat. C'est un constat qu'ils font. Depuis un moment. Et ils y sont depuis un moment. Leur système, leur richesse économique a ripé. Alors, c'est à la fois il y a de la richesse, comme on a dit, le PIB n'a fait qu'augmenter et tout, mais il est assez bizarrement réparti. Oui, il y a des frais aux États-Unis. Qui nous paraissent ici très anodins, comme la cantine, l'éducation, la santé. Je dirais pas que tout est génial en France, mais là-bas, tu veux faire des études, ça te coûte 3 bagnoles par an, enfin minimum, des bonnes études. Ce que dit Todd dans son dernier livre, il revisite le PIB américain. Il dit il est gonflé par le fait que tu gagnes une affaire en justice, le PIB augmente. Mais la production, il n'y a pas de production. Si tu prends un PIB de production matérielle, c'est très très faible. Et puis, les États-Unis, ça porte bien son nom comme pays. C'est les États-Unis. Donc tu as des États qui sont radicalement différents d'autres. La Californie, c'est pas la même chose que le Colorado ou le Minnesota. Le Minnesota, ou le Michigan. Le Michigan, c'est le traumatisme de ma vie, le Michigan. Le Michigan, il faut voir le film Bowling for Columbine et puis tous les films de Michael Moore qui vient du Michigan. Il faut surtout voir son film là, son premier film sur Flint. Flint, sur sa ville, sur son usine, l'usine de son père. L'usine automobile. Je ne sais plus comment il s'appelle ce film. Enfin, pardon, je reviens à mon propos parce qu'effectivement, les États-Unis sont dans un état économique de kill line, et donc les vidéos de ce jeune Alex ont buzzé en Chine à un tel point que le mot kill line est entré dans la langue chinoise. Il y a donc un idéogramme qui parle de kill line, puisqu'il faut qu'ils importent les mots, et que c'était repris par les journaux officiels. Et de dire, les journaux officiels, de dire qu'en Chine, la Chine est un pays qui a résorbé, qui est passé d'une grande pauvreté à une très très faible minorité de gens extrêmement pauvres en 75 ans. C'est les 30 glorieuses depuis 75 ans, la Chine. Il y a aujourd'hui un Chinois qui est né en 49, donc au moment de la révolution de Mao, a des souvenirs de l'état économique de son pays, qui était un pays médiéval. Appauvri par des guerres en fait, que l'Occident est venu piller. Par ailleurs, on parle de décolonialisme, mais la guerre de l'opium et les différentes, la guerre des 8 puissances, notamment en Chine, qui est que l'Occident s'est précipité au 19e siècle en Chine, qui était une des principales puissances économiques au monde, l'a pillé et l'a mis à genoux, et que là, les Chinois qui sont dans le temps long se rappellent ça. Donc, depuis 1949, c'est les 75 ans des 30 glorieuses chinoises. Sont passés d'un état de pays économiquement perdu à la première puissance mondiale. Et donc, ils ont résorbé la très grande pauvreté. Et en Chine, la classe moyenne épargne 45% de ses revenus. Ouais, c'est la grosse différence. C'est la grosse différence. Oui, parce qu'en fait, c'est énorme. En fait, les Américains sont dans une situation. Ils vivent à crédit du monde, en fait. Ouais, c'est le premier truc qui m'a. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était il y a 35 ans déjà. C'est ça en plus. Le système, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis pas endetté maintenant. C'est les États-Unis qui m'ont traumatisé. C'est parce que tout, c'était entièrement. Ta vie est à crédit. Voilà. Si tu n'as pas d'existence, si tu n'as pas 36 cartes de crédit, si tu n'es pas endetté dans plein de magasins, ta ligne de crédit est plus importante que tout. Et le crédit américain, il est dû au fait que le monde se sert de dollars. Donc, en fait, le crédit américain, il est externalisé à l'extérieur du pays. C'est qu'ils vivent à crédit du monde. Parce que comment ils font quand ils ont besoin de dollars,
Ils impriment. Ils l'impriment, autrement dit, mais ils l'impriment, ils le vendent au monde. Parce que le monde est obligé d'avoir des dollars, notamment les pétrodollars. Pour acheter du pétrole, il faut des dollars. Donc, eux peuvent vendre tranquillement leurs dollars à tout le monde. Et grâce à ça, ils ont une dette monstrueuse. Nous, on rigole avec nos 3500 milliards d'euros. Allez, 4000 milliards d'euros. Eux, ils sont, je crois, à 40 000. Donc, mais jusqu'à présent, comme disait Nixon, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. C'est exactement ça. C'est qu'ils externalisent leur dette. Donc jusqu'à présent, ça passait. Être à crédit, c'est pas grave, puisque c'est le crédit du monde. C'est le monde qui paye, qui se tape la dette. Et là, la Chine, donc, suite aux révélations, aux vidéos de ce jeune Alex, lequel Alex a été l'objet d'une shitstorm, mais incroyable. Même le New York Times s'en est mêlé. Qu'une partie de la dissidence chinoise s'en est mêlée, que les journaux américains lui ont tombé dessus. Tu vois, c'est New York Times qui a publié un article « Pourquoi la Chine est soudainement obsédée par la pauvreté américaine ?» voilà, pourquoi c'est les Russes à eux. Oui, mais c'est effectivement l'ennemi des Américains, c'est les Chinois, c'est pas les Russes. Et la Chine, alors évidemment, la Chine a récupéré, mais ils ont récupéré un fait qui dit, regardez dans quel état est les États-Unis. Et ce qui s'est passé, et c'est là où c'est très important, enfin je pense à l'histoire d'Alex, c'est qu'Alex est un jeune homme d'une vingtaine d'années, étudiant en médecine, et qu'il s'adresse à d'autres jeunes hommes et jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui rêvent des États-Unis à travers la NBA, les films, tu vois, le soft power américain. Et là, d'un seul coup, on a rallumé la lumière, on leur a ouvert les yeux, on a dit les États-Unis, c'est ça. Pour 60% des Américains. En fait, l'affaire d'Alex est peut-être en train de tarir une source d'émigration et de richesse aux États-Unis, parce que les migrations asiatiques et chinoises aux États-Unis. J'avais parlé des Olympiades internationales de mathématiques. La première place était la Chine, la deuxième place était les États-Unis, avec une équipe chinoise. Je n'ai pas fait tous les États-Unis, mais la diaspora chinoise, elle est quand même très aux États-Unis, elle est très concentrée sur quelques villes. Ils sont moins. Alors, avec toutes les pincettes, parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques quand même, mais c'est un peu comme le même modèle qu'en France, c'est-à-dire très concentré à certains endroits. Oui. Mais c'est une diaspora qui économiquement est très très productive. On voit aussi que, par exemple, dans les universités, ils ont eu un gros problème, notamment sur les quotas ratios, on peut le dire comme ça, aux États-Unis, parce que les Chinois entraient techniquement dans ces quotas, ce sont des immigrés, sauf que les Chinois, sans quotas, ils réussissent mieux que tout le monde. Donc ça fout. Donc ça la foutait un peu mal. Donc il y a eu toute une discussion sémantique intéressante au moment de BLM pour dire que les Chinois sont des Blancs. Les Chinois, mais tu sais que ça me rappelle une scène de. Enfin, il faut que je le revoie. Je crois qu'il y a dans Do the Right Thing de Spike Lee. Il y a une scène à la fin où les blacks ils brûlent le quartier, quoi. Et t'as le Chinois, t'as le Chinois qui peut défendre son commerce et t'as le noir le prend pour un blanc en fait, et le Chinois lui dit non je suis noir. Bon, ça me rappelle cette scène. Et dans les universités, ils ont voulu effectivement restreindre aussi l'accès des Chinois parce qu'ils pulvérisent tous les scores. Donc, ils cassent un peu le côté, regardez, les racisés sont infériorisés, parce que les Chinois sont racisés, mais ils ne sont pas infériorisés. Donc là, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de tarir une source d'émigration et de richesse aux États-Unis. En tous les cas, la Chine a récupéré le truc en disant, regardez, il y a un moment politique et ça participe à la confrontation entre les deux grands. Écoute, c'était passionnant. Alors je suis perdu dans mon conducteur. Là, j'avais noté point France Télé, point Loup. Point France Télé. Un petit point France Télé, ça va calmer l'ambiance. Allez, ouais. France Télé. On ne représente pas la France telle qu'elle est, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit. On ne s'en lasse pas. De Delphine. Ah non. Alors, point France Télé, parce que moi, je continue d'écouter les auditions de la commission parlementaire. Complètement toxico, mais sale drogué, sale punk. Mais j'attends l'arrivée de Nagui. Ça, je regarderai. Voilà, j'attends l'arrivée de Nagui. Mais il y en a eu 2-3 intéressantes. Et là, on a enfin
Alors, il y a eu celle d'Engacha qui est élu de la mairie de Paris et qui est cadre de France Télévisions et qui n'est absolument pas à temps partiel et qui touche 2 salaires et qui n'a eu de cesse de dire ce en quoi il a raison, c'est légal. Oui, mais du mairie de Paris, oui, donc de gauche. Hein. Voilà. Oui, Donc, enfin, normal. C'est sous réserve que le Parti socialiste soit de gauche. Ah oui, non, ça, nous déclinons toute responsabilité. La maison décline toute responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les perdu salaires, la les connexion salaires. Wifi. Alors, donc, la thune. Voilà. On a appris. Alors, on avait le salaire moyen d'un France Télévisions. J'ai oublié par ailleurs, mais le plus important, c'est le salaire médian. Le salaire médian. Alors, de combien est le salaire médian des employés de France TV? Moi, j'avais dit, je t'avais dit Tu combien? m'avais dit 36. 36, ouais. Tu t'es planté de 20 000 euros, c'est de 56 000 euros par an, le salaire médian. Le salaire, alors je répète ça pour nos spectateurs et nos auditeurs sur les plateformes de podcast. Le salaire médian de France Télévisions Service Public est de 56 000 euros par an. Par an. Voilà. Donc, salaire médian, ça veut dire que c'est... La moitié des salariés sont en dessous. L'autre moitié au-dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que ça représente. C'est vraiment digne de grosses entreprises, vraiment grosses. Je ne sais même pas si à TF1 c'est ces prix-là. Un prof en fin de carrière au maximum n'est pas à ça, n'est pas au salaire médian. De loin. Donc voilà. Donc le prof, donc ça veut dire que le salaire médian des profs est en dessous. Ah ouais, non, voilà. C'est des salaires de haut. Ouais, 56 000 médians, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont. Mais c'est déjà intéressant, c'est que là, on l'a obtenu, c'était en marge d'une audition, c'était vraiment sur la bande, tout comme le salaire d'Élise Lucet a été divulgué, qu'elle avait donné en 2019, donc c'est un député qui l'a rappelé, parce que 25 000 euros net par mois en 2019. Ouais. Voilà. Bon, après ça, elle est à l'antenne, elle fait un... Non, mais bon, c'est... mais ce type de salaire augmente le salaire moyen. Mais là, c'est aussi le salaire médian. Ouais, c'est le salaire médian, parce que ça, ouais. Ils sont mieux payés que les Français, dans leur ensemble. De très très loin. Et que, pour une fois, si le public dépasse le privé. Hein. Toi qui suis là, donc Patrick Sébastien, tout ça, ils sont passés ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. C'est la fête. J'attends Patrick Sébastien et Nagui. Hein. Ah ouais, Nagui surtout. Non, Sébastien, ça va, on l'entend parler beaucoup, mais Nagui, il n'en parle jamais. Alors qu'on l'entend beaucoup sur le service public. Mais il est vegan. On le voit. Il est vegan. Je ne sais pas combien, il faudrait faire le calcul de nombre de présences d'heures qu'il a sur le service public, ce mec-là, mais je pense qu'on doit être dans les 3 ou 4 heures par jour. Oh, punaise. Entre France Inter et France Télé, je pense que, parce qu'il a 2 trucs sur France Télé, il fait bien 1h30 sur France Inter. On doit être dans les 3 heures par jour, t'imagines? Ouais. Mais ça doit être un pognon, mais... Bon. Point Louvre. Voilà, j'ai pas de jingle pour T'as pas de jingle parce qu'on aura. Alors le Point Louvre, ça faisait 2 semaines qu'on n'en a pas fait de Point Louvre. Ça fait un petit moment, mais là on en a deux d'un coup. Donc il y a eu. Vas-y. Alors moi j'en ai. Il y a le petit. Donc c'est une info du Parisien. 10 millions d'euros de préjudice pour un scandale aux faux billets au musée du Louvre, un vaste réseau d'escroquerie démantelé. C'est le Parisien qui nous apprend ça. Un réseau d'escroquerie d'ampleur à la billetterie du Louvre et du château de Versailles aussi d'ailleurs a été démantelé cette semaine pour un préjudice de 10 millions d'euros. Dizaines de personnes interpellées, dont des agents du musée et des guides touristiques. Voilà, c'était de la petite magouille qui... Mais bon, alors ça tomberait un peu, je veux dire, c'est pas des nouvelles, voilà, mais ça il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième qui arrive. Alors, il y en a une deuxième qui arrive, et là, c'est Télérama qui relaie les syndicats CGT et CFDT. Donc, on apprend qu'une fuite d'eau a détruit le plafond de la salle 707 dans l'aile Denon. Cette nuit à 23h30, une fuite d'eau en provenance d'un tuyau d'alimentation de chauffage dans une pièce technique a provoqué un dégât des eaux sur le plafond de la salle 707 à l'entrée du département des peintures dans l'aile Denon. Voilà. Alors, évidemment, ça coûte cher l'entretien. Ouais, non, ça coûte cher et ça se voit pas. Sauf quand ça marche pas. Non, mais moi j'y suis allé il y a 2 ans au Louvre. Il y a un côté vraiment un peu ruine. Un truc, tu sens que ça me rappelle les vieilles maisons que tu peux plus entretenir. Tu sais, ça prend. Alors c'est Tancred qui m'avait envoyé un message pour m'avertir de ça, qui me dit que ça ferait un chouette Point Louvre. Et je lui ai dit dans un message,
écoute-moi, là, tel que c'est parti, là, parce que bon, évidemment, comment elle s'appelle, Laurence Descartes est toujours en place. Hein, alors, elle se fait voler 90 millions de machins, il y a des fuites d'eau, il y a des... Parce que là, il y a un on a plafond vu qui est- la vidéo du cambriolage, elle a été diffusée, on voit que le mec il casse la vitrine à coups de coude. Ouais, putain, les mecs qui regardent, ils prennent, limite les gardiens ils prennent des photos, tu vois. Donc j'ai dit à Tancred, il m'a envoyé cette nouvelle, je lui ai dit bah écoute, note bien ce message et je le dis ici, je pense que ce musée va périr. Dans un futur proche, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un incendie ou de quelque chose du genre. Et je pense que ce serait la cerise sur le gâteau de la France Potemkin. Je pense qu'on n'a plus que cette fois là, s'il y a un incendie au Louvre, et je pense que vu comment ça se passe là. Voilà, on prend des petits paris. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, mais malheureusement, mais c'est tellement. Et puis on ne saura jamais pourquoi aussi. Oui, voilà. Mais c'est tellement à l'image de ce que notre pays est en train de devenir. C'est une sorte de terrain vague avec des beaux bâtiments qui s'effondrent. Comme dans Je suis une légende avec Will Smith, le mec qui se balade après dans un New York en ruine. Et ben c'est ça. En fait, la France, ça devient ça. Oh, c'était beau et tout. Et en fait, il y a tout s'écroule. T'es attaqué par des zombies. Il y a des... Mais voilà, c'est bon. Voilà, je suis une légende. Voilà, on va passer tout de suite, merci Louis-Marie, on va passer tout de suite au top des bonnes nouvelles cette semaine. Le top des bonnes nouvelles de la France Potemkin avec Louis-Marie. Alors, on va commencer. Il n'y aura pas 10 nouvelles cette semaine parce qu'en fait, on en a fait deux avec le Louvre, donc il n'y en aura que 8, mais elles sont bien. Alors, on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Numéro 10, on en parlait justement un jour, un couteau en France Potemkin, c'était vendredi à Paris, place de l'Étoile, la nouvelle attraction touristique de Paris, réputée dans le monde entier, l'attaque au couteau. Voilà, donc une nouvelle chance pour la France a brandi un couteau sur un policier, tout va bien, l'individu a été neutralisé, il est mort. Je ne sais pas si ça va pas bien pour lui, mais bon, voilà. On apprend que cet individu a été condamné en 2013 à 17 ans de prison par un tribunal belge pour avoir blessé 2 policiers à Bruxelles, donc pour les mêmes raisons en fait, et qu'il avait été libéré le 24 décembre 2025 pour Noël, et qu'il faisait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Et comme le député Raphaël Arnaud, il était fiché S. La police tue. Voilà, la police tue, mais bon, des fois, c'est utile. Numéro 9. C'est le député macroniste Éric Bothorel qui, effectivement, s'en est fièrement pris au réseau. Je sais bien ce que je fais quand j'attaque Elon Musk, a-t-il dit, puisqu'il est à l'origine des plaintes qui sont déposées, notamment la perquisition dans les locaux de X à Paris, il est dans l'histoire. Bon, ça n'a pas tardé, il était en visite aux États-Unis, les États-Unis ont répliqué, ils voulaient visiter la Maison-Blanche et les mecs lui ont dit non. Ah, elle n'a pas été interdite territoire, c'est juste la Maison-Blanche. Non, c'est juste la Maison-Blanche, il a pu y aller. Je pense que la prochaine fois, il sera interdit de territoire, parce que ce sujet, ça fait partie d'un mouvement plus large. Les États-Unis le disent clairement, quiconque s'en prend aux moyens de liberté d'expression. Alors, il ne faut pas non plus rêver, c'est pas parce que c'est pas pour des questions morales, c'est des questions économiques, mais quiconque s'en prend à X en France, l'Europe, le DSA, Chat Control et tout, il y aura des rétorsions. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont plus jamais aller aux États-Unis, ou en tous les cas pas avant longtemps. Numéro 6. Alors, tout ceci se passe dans la commune d'Asparren, c'est donc dans le sud-ouest de la France. Une poupée géante représentant le président du Rassemblement national avec un brassard I Love Marine a été enflammée sur la place principale de la petite commune d'Asparren. Alors, avec le concours de l'école maternelle du village, donc une procédure a été engagée par le parquet de Bayonne visant des faits éventuels d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, provocation publique à la commission d'infraction ou à la violence. Alors, à Asparren... on se défend, on dit c'est une forme de théâtralisation où se jouent les règlements de compte de la mort et le deuil de l'année écoulée. Et au-delà du cas de Jordan Bardella, c'est surtout la figure emblématique de Saint-Pansard que les carnavaliers brûlent. Cette tradition remonte au moins à 1587. Alors d'un seul coup, parce que j'en viens à mon propos, tu vois, d'un seul coup, le patrimoine culturel régional, c'est bien.
Tu vois, quand il s'agit de brûler une effigie du Rassemblement national, d'un seul coup, c'est bien. Alors le Puy du Fou, par exemple, c'est pas bien, tu vois. La tradition culturelle du Puy du Fou, c'est mal. Mais brûler une marionnette de Jordan Bardella, c'est bien parce que c'est du patrimoine culturel. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances, quoi, on va dire. J'ai envie de bémoliser. Donc, moi, je soutiens le carnaval et l'inversion des hiérarchies. Là, simplement, d'un point de vue symbolique, je trouve que les jeunes gens, les personnes qui ont fait ça, c'est un peu complètement idiot parce que c'est déjà présupposé que le maître, c'est Jordan Bardella, que de le brûler de manière carnavalesque. Ouais. Voilà. C'est que la hiérarchie, c'est que s'il est déjà en haut. Donc, c'est une reconnaissance de sa victoire à venir. Ouais, voilà, c'est ça que je dis. Oui, c'est vrai. Alors, non, mais moi, ça m'a fait réagir parce que je me souviens des hordes de nos fameux. C'était pas les Antifa pour le coup, mais c'était des gens de la LFI qui étaient, tu sais, au moment des crèches, là, je sais plus dans quelle ville, les mecs. Oui. Mais vraiment, ils hurlaient contre la mairie avec les yeux injectés de haine, tu vois, pour qu'on enlève les crèches des mairies. Tu vois. Et là, on appelait à une tradition qui remonte à 1920. C'est ça que je dénonce une fois de plus, c'est le deux poids deux mesures. C'est une dénonciation. C'est un chiamo tutti antipasti. Voilà, exactement, à la tienne. Numéro 5, Louis-Marie. Oui, alors tu te souviens, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on nous vantait le système éducatif finlandais en nous disant que c'était magnifique, il n'y a pas d'échec, les élèves sont encadrés, il y a 15 élèves par classe, en plus de ça, c'est quasiment peu ou prou optionnel, les disciplines, enfin... Et puis, tout le monde a le bac. Bon, tout le monde ne rentre pas à l'université parce que le bac n'est pas un diplôme universitaire en Finlande. Bref, on entendait ça, c'était magnifique, il fallait qu'on s'en inspire. Problème, là, la Finlande, enfin le ministère de l'Éducation finlandais vient de publier un rapport extrêmement dense sur l'état du niveau scolaire en Finlande. Devine quoi, c'est la catastrophe, c'est l'effondrement. Ouais. Donc, il découvre, selon PISA, 1 élève sur 4 en Finlande obtient désormais des résultats très faibles, niveau 2 ou inférieur en mathématiques. Et l'écart entre les élèves issus de la population majoritaire et ceux d'origine émigrée figure parmi les plus importants des pays de l'OCDE. Voilà, donc ils découvrent qu'en important une population très massivement... qui n'est pas d'ici et qui ne sait pas lire et pas écrire. Voilà, qui ne sait pas décrire le finnois. Ça peut poser des problèmes de niveau général. La Suède ayant découvert qu'économiquement, le coût de l'intégration, tu en avais pour 20 ans. Intégrer même quelqu'un qui travaille. C'est pour ça le discours du gauchiste tout à l'heure. Là, je ne l'ai pas relevé, mais c'est une richesse, mais non, c'est un coût net. C'est-à-dire que les mecs t'accusent de dire, tiens, on te dit, ouais, ta source c'était news, c'est machin, mais non, attends, le mec te sort comme une évidence que. C'est une richesse, c'est pas une évidence, c'est un préposé au propos. Oui, voilà, il n'y a pas de discussion possible, en fait, c'est comme ça. C'est comme ça, alors que bon, c'est pas que ça. Ça peut l'être et ça l'est souvent, mais c'est pas que ça. Ouais, numéro suivant. On va parler cinéma, justement. On va parler cinéma avec le film Le Soulèvement. Les Soulèvements de la Terre font un film. Ce mouvement agricole tellement populaire dans le 11e arrondissement de Paris. Eh bien, je dis oui, ça s'annonce particulièrement bien. D'ailleurs, on va regarder un peu qui sont les sponsors sur l'affiche. Alors, c'est simple, je crois qu'on a tous les signaleurs de confiance, les associations subventionnées bidons, le banc, l'arrière-banc, la yourte et le canapé cuir de la pensée correcte. Alors, je te les cite dans l'ordre. Les Amis du monde diplomatique, Amnesty International, Anticor, l'Atelier Paysan, Attaque, Destin Lié, Climate Story, la LDH, le syndicat de la magistrature, ils font du cinéma maintenant, Terre de lutte, Solidaire, le syndicat, le Nouvel Obs, Reporter, Bon Pote, Londe Porteuse, Monsieur Mondialisation, Social Terre, et Radio Nova et Libération. Parce que anticapitaliste, oui, mais pas sans l'argent de Mathieu Pigas et Patrick Drahi. Suivant. Oui, alors il y a une campagne électorale en Hongrie. Ah, c'est bien. Silence Hongrie. Et donc Orban, qui est en bonne position pour l'emporter à nouveau, puisque c'est un fasciste. Son principal opposant, qui se retrouve le pantalon sur les chevilles dans un chantage à la sextape. Voilà, apparemment. Donc, Piotr Magyar, leader du parti d'opposition hongrois Tisza, a porté plainte ce jeudi face à la menace qu'une vidéo à caractère sexuel le concernant soit publiée. Alors, il accuse évidemment le parti du Premier ministre Viktor Orban, à 2 mois des élections législatives, ce qui est de bonne guerre. Et évidemment, devine qui il accuse et qui il soupçonne d'être derrière cette opération, largement relayée par Le Parisien pour cette raison, vraisemblablement. Devine qui ?
C'est les Russes. Ah bah oui, t'es j'ai une mou absence. comme un loukoum, toi, mais J'étais une absence. incroyable. J'étais, pour tout, rien de vous cacher, j'étais dans l'annonce de ma prochaine nouvelle que j'essayais de décrypter sur mon conducteur parce que je ne la comprends même pas en la lisant. Donc voilà. Voilà, donc les Russes, soupçons d'ingérence russe dans l'élection de la future réélection de Orban en Hongrie. Bah oui, les Russes. Mais si on ne les inventait pas, il faudrait qu'ils existent. Numéro 2, je crois, avec l'immobilier. L'immobilier, ma première passion, sache-le, Louis-Marie. Je suis fou d'immobilier parisien, surtout. Ouais, je sais que tu kiffes l'appart. Je kiffe l'appart. Moi, j'en ai visité du mètre carré. Je peux te dire, j'en ai vu. C'est dans le Parisien, appartement mal foutu, prix délirant. Pourquoi les familles nombreuses fuient massivement Paris? Ah bah oui, on se pose cette question. La question commence à se poser sérieusement d'un point de vue immobilier. Il n'y a qu'à voir les écoles autour de chez nous. Il n'y a plus d'enfants. Voilà. En centre, dans les premiers, deuxième, troisième arrondissement, ils font venir des enfants du 19e et du 20e pour garder les classes ouvertes. Moi, ça fait un petit moment que je suis dans le coin là, et là, c'est impressionnant. C'est surtout là où tu vois le choc, c'est sur les jardins d'enfants. Ouais. Et donc je reviens à une étude publiée par le Parisien de Priceable révèle à quel point la ville de Paris est beaucoup moins accueillante que les 10 plus grandes communes de France envers cette catégorie de population. C'est-à-dire que Paris n'aime pas les familles avec enfants. Prix au mètre carré très élevé, rareté des produits, accès aux arrondissements les plus chers. Avoir 2 enfants et plus dans la ville lumière nécessite un portefeuille bien garni et beaucoup de patience. Bon, ça c'est défonce un peu des portes ouvertes. Et l'impossibilité d'acheter parce que tu n'auras jamais le budget. Ah non, mais voilà, c'est impossible. Tu fais une croix, même des gens qui ont des bons salaires sont c'est ça. dans la galère. J'ai vu un tweet là-dessus, c'est à 10 000 euros par mois, oublie. Mais voilà, et donc ça change aussi le paysage, ça va progressivement changer le paysage au niveau des municipales de l'électorat, parce que il y a beaucoup de logements sociaux, donc il faut venir ça recoupe ce que on disait tout à l'heure sur les revenus et les gens qui votent RN ou FN, RN ou LFI. Il faut faire gaffe, parce que si tu fais venir des revenus trop bas dans les logements sociaux, tu pourrais faire venir beaucoup d'électeurs RN. Qui pourraient prétendre, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs RN qui ont des familles qui aimeraient bien peut-être profiter de la vie parisienne. Voilà. Donc en fait, il faut donc sélectionner. La sélection, c'est mal. Il y a un autre article des Échos qui, j'ai juste aimé le titre. L'immobilier parisien est devenu le meilleur contraceptif de ce pays. Voilà. En gros, vous prenez la pilule? Non, mais j'achète un appart. Non, en fait, c'est pas sur Paris, c'est sur l'immobilier en général en France. Il met en rapport la fécondité française qui s'est effondrée de 2 à 1,5 enfants par femme en une décennie. C'est vrai, c'est colossal. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc de fou. Et la contrainte, alors ils ont étudié. Par contre, ce qu'on dit pas dans cette statistique, c'est que c'est hors les couples. En fait, les couples font autant d'enfants. C'est juste qu'il y a moins de couples. Oui, alors oula, tu me perds là. Et là, tu viens de donner une statistique, une moyenne. Donc ça concerne. Ça concerne. Là, c'est le nombre d'enfants par femme. Là, on parle de femmes, on parle pas de couple. Oui, mais ça concerne les nombres d'enfants par femme sur toutes les femmes en âge d'avoir des enfants. Ouais. Ça ne prend pas en compte leur statut marital. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu regardes leur statut marital, tu te rends compte que les couples ont autant d'enfants. Oui, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de couples. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que ça cache. Oui, ça c'est clair. Tu peux pas en fait à Paris. Enfin, tu peux pas. Non, mais déjà tout seul, tu peux pas avoir d'enfants. Tu le sais. Ouais. Sauf si tu t'appelles Jack Lang ou. Non, On coupera. Ouais, on coupera. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'à Paris, mais bon, Paris, c'est quand même le cas extrême, quoi. Mais avoir une famille à Paris, faut avoir de bons revenus. Faut travailler à France Télé, je crois. Donc la contrainte l'étude des Échos, la contrainte de logement explique jusqu'à 51%. Le déclin de la natalité en France, 51%. C'est-à-dire que le choix de faire un enfant ou pas maintenant est conditionné par moitié à ton logement. Ouais. C'est colossal. Alors, on parle d'immobilier, moi aussi je rebondis, tu avais parlé de ce magnifique documentaire lors de l'une de nos premières émissions, peut-être la première. Je crois que c'était la première émission. C'était la première. Appartement proche Paris, documentaire de Marion Angelo Santo. Angelo Santo, voilà, qui décrivait comment elle avait acheté un logement puis découvert après que c'était une vraie merde. C'était drôle ce documentaire. Il était drôle de naïveté et de niaiserie. Je veux dire, voilà. Bon, et puis ensuite, ce qu'on n'a pas réussi à savoir, c'est comment elle a fait pour le vendre et à quel naïf. Je sais comment elle a fait, mais bon, c'est. Alors, tu me diras après, mais là, en tous les cas, ce magnifique documentaire a été recyclé par Arte
en série de 5 minutes. Après la publicité qu'on lui a fait. Voilà, ils devraient, et ils nous ont même pas remerciés. Non, je trouve ça dégueulasse. Alors, je l'ai plus trop en mémoire, mais je me souviens que c'était. Je vous invite à écouter notre première émission. Alors c'est juste un podcast, il n'y a pas d'image sur la première émission, mais on en avait parlé. C'est chouette. En tous les cas, les titres sont trouvés, ils sont vachement drôles parce que le dernier c'est Ciao Pantin. Rappelons qu'elle s'installait à Pantin. Numéro 1. Immobilier, toujours. Tu sais bien, Louis-Marie, qu'avec les socialistes, chaque problème a sa réponse. Une taxe ou un impôt. Eh bien, les socialistes ont trouvé la parade au problème de logement et réfléchissent déjà au rétablissement d'un impôt, la taxe d'habitation, qui a disparu depuis plusieurs années. La taxe d'habitation pourrait faire son retour. C'est en tout cas ce que souhaiterait la socialiste Cécile Panassac, qui en propose une version plus solidaire et progressive. Et en contrepartie, elle proposerait une baisse de la taxe foncière. Donc ça veut dire qu'on va faire payer plus les locataires et moins les propriétaires. Ça, c'est bien socialiste. Ça, c'est bien socialiste. Donc pour la présidentielle, sache-le, les socialistes planchent sur l'idée d'une réforme de la fiscalité locale qui inclurait un retour de la taxe d'habitation. Je pense que c'est vraiment la meilleure idée qu'ils aient trouvée pour reconquérir le populo. Mais comme dirait Trotsky, une balle dans l'impôt. Oh, superbe conclusion, Louis-Marie. C'est ça, mais ça finit sur un but pleine lucarne de Louis-Marie. Il est l'heure de retrouver ta chronique des losers du rock, une merveilleuse chronique où tu vas nous parler de Jimi Hendrix. Non, du Salieri du rock. Du Salieri du rock. Le Salieri du rock, pour ceux qui ont Attention, le Salieri n'est pas un légume. Ouais, salsifis, hein. Céleri. C'est pas un croisement entre le salsifis et le céleri. Cette émission part je ne sais pas où. En tout cas, pour ce qui est des losers du rock, ça va partir directement sur les plateformes podcast, Osher, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Vous ne pourrez l'entendre que là, amis YouTube. Il faut vous abonner à ces plateformes. Amis TikTok, je vous en conjure, allez vous abonner à notre podcast en ligne. La version audio, elle est très bien. Vous pourrez l'écouter dans le métro, en courant, dans vos déplacements. En faisant l'amour. Il paraît qu'on écoute nos podcasts en faisant l'amour. Oui, j'ai plusieurs témoignages. Donc voilà. La culture, je suis entièrement pour seulement. Mais qu'il est con, seulement que tu peux pas faire attention, là. Regarde ce que tu me fais faire, connard. Petite page culture pour conclure cette émission. On vient d'apprendre, avant de prendre l'antenne, la mort de l'acteur Robert Duvall, acteur américain qui est très connu pour ses collaborations avec Francis Coppola. Et George Lucas, d'ailleurs, lui qui jouait le capitaine, je ne sais plus son nom dans Apocalypse Now, qui déclame j'aime l'odeur du napalm le matin sur du Wagner. J'aime, c'est ça. Qu'est-ce que j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Et il a également été le frère de Sonny Corleone et d'Al Pacino dans le Parrain de 1, 2 et 3 même de Francis Coppola. Et il a été le rôle principal du premier film de George Lucas, d'ailleurs, THX 1138. Moi, je me souviens de lui parce qu'en fait, il fait partie de ces acteurs on connaît sa tête. Voilà, on connaît la gueule, mais pas le nom. Ouais. Et moi, je me souviens dans un film assez nul avec Tom Cruise. Enfin, Un jour de tonnerre. Non, dans le mec, le sort de justicier. Oui, je vois. J'ai oublié le nom. Reacher. Jack Reacher. Voilà. Ouais, Jack Reacher. Il joue dans Reacher aussi. Il joue dans Reacher. Ouais, et c'est ça en fait. T'as bien résumé. Robert Duvall, c'est quelqu'un qui a un super charisme, mais qui a globalement toujours été toute sa vie cantonné dans des seconds rôles. Peut-être parce qu'il a un physique un peu pas spécial. Non, pas spécial, assez quelconque en fait de middleman, un peu il fait plus âgé il faisait plus âgé que son âge. Donc il n'a pas un physique de jeune premier, on va dire. Donc on l'a vu dans beaucoup de films, beaucoup de second rôles toute sa vie. Il a fait quelques films en lead. Il a eu l'Oscar du meilleur rôle pour un film qui s'appelle Tender Mercies en 83, je crois, et qui est vraiment très bien, que j'ai découvert il y a peu de temps. Et il a été réalisateur aussi. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Sa filmo est impressionnante. Sa filmo sur Wikipédia, elle est hallucinante. J'ai regardé hier soir, j'ai dit waouh. Il y a 150 films. Ouais, non, il a tourné grave. Et il a des années 60 jusqu'à maintenant, il est mort à 95 ans. Ouais, et il a fait 5 films en tant que réalisateur. Alors je n'en ai vu que un, mais que j'ai trouvé vraiment très bien. Je l'ai là. Ça s'appelle Le Prédicateur. On parlait de gourou et de secte à propos de Mélenchon. Il faut regarder ce film que j'ai beaucoup aimé. Donc il joue le premier rôle. Bouclé, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. C'était pour finir cette émission avec Le Prédicateur. Et j'ai beaucoup aimé ce film, qui est, je crois, son premier film en tant que réalisateur. Je n'ai malheureusement pas vu ses autres films. J'ai vu Le Prédicateur, mais je vais m'empresser d'aller voir les autres et je vous invite à en faire autant et à laisser vos commentaires sur la page de Jamais Trop Assez. On ne parle pas assez de culture. Je tenais à lui rendre hommage en tout cas pour tout le plaisir qu'il nous a apporté durant toutes ces années de cinéma. Parce que c'est vraiment une tête qu'on a vue partout. 95 ans. Voilà, je crois qu'il est temps de se dire... Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille.
Et bien voilà, c'est la fin du 38e numéro de Jamais trop pas assez. Je vais encore vous remercier pour votre fidélité, le succès que vous avez apporté à l'émission, aux deux dernières émissions qui ont très bien marché, enfin en tout cas à notre échelle. Je tenais à remercier les gens sur TikTok, les TikTokers, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles. Et j'insiste vraiment, partagez cette émission. On a vraiment besoin que vous partagiez parce qu'on est parfois shadowbanné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, on va le dire. Il y a un petit shadowbannage. Voilà. Quelqu'un ne nous aime pas. Ouais, quelqu'un a mis notre nom quelque part sur une liste et il y a un petit bouton et des fois il y a des vidéos qui disparaissent. Et poup. Voilà. Et J-Man vient de le partager, le live, donc merci à toi. Deuxième chose, si vous avez aimé cette émission, je vous invite, si vous voulez nous aider concrètement à payer les factures de cette émission et le matériel et des petites choses d'organisation, du bon café pour lui. Voilà, c'est j'allais dire, parce que je suis obligé d'amener mon café. C'est vrai, il vient avec son thermos de café. Je viens avec mon thermos de café tellement la prod est incapable de faire un café correct. J'ai viré le stagiaire. La semaine dernière, on avait une invitée, Gerson. Tout le monde m'a craché à la gueule. Voilà, elle a retapissé. Elle m'a menacé de plus revenir. Et on salue Gerson d'ailleurs, qui est une grande partie du succès de cette émission, parce que je vois qu'on a fait les meilleures audiences quand avec Gerson. Je pense que ça va être notre gris-gris. Il nous faudrait des Gersons portatives. Donc voilà, si vous voulez nous aider, souscription YouTube, vous pouvez vous abonner à partir de 3 € par mois. Vous aurez des contenus exclusifs, dédiés, personnalisés. Vous aurez des infos avant les autres sur nos lives et les horaires des lives, parce que là on les lance un peu au hasard. Et puis il y a également notre Tipeee, notre page Tipeee. Vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 €. Voilà, si vous avez donné 1 €. 10 000 si vous voulez, vous pouvez aussi. Voilà, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. S'il y a un producteur de France TV qui passe dans le coin, voilà, on prend une pièce ou deux. Voilà, une pièce ou deux. Voilà, ce sera bien utilisé, croyez-moi. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. On vous retrouve la semaine prochaine avec Louis-Marie pour d'autres réjouissances. Et en attendant, rappelez-vous qu'une opinion n'est pas la vérité. Tchuss. Partagez cette émission. Au revoir.